100% métisse, j'ai en moi tous les sangs mêlés en Martinique, plus ou moins volcaniquement. Sang de l'Africaine esclavée et du nègre marron, sang du colon blanc de France, sang des Indiens à plumes et sans plumes, des rares Caraïbes qui ont survécu aux conquistadors et de l'Indien dit coulis, avec, pour pimenter le tout, une arrière-grand-mère chinoise. Je suis de cette île, univers clos, mais je ne me sens pas enfermée. Mon insularité est ouverte sur le monde. Cette île est un microcosme où circule une multitude de cultures, où nous avons accès au monde entier. Je suis une insulaire positive. Cela a donné à mon écriture une mosaïque de couleurs, un patrimoine linguistique multiple, un imaginaire singulier et pluriel à la fois, et de surcroît, je suis femme. J'écris au féminin pluriel, en féminitude épanouie, qui n'est pas seulement une féminine attitude et va au-delà du féminisme, étape obligée mais transitoire. La féminitude prône la certitude qu'il ne faut laisser personne nous gâcher le plaisir d'être femme. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission littéraire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité du monde littéraire et pour vous la situer, je vais vous citer quelques critiques élogieuses. La plume affûtée, la langue précise quand elle n'est tranchante, le verbe fulgurant, ainsi s'affirment l'écriture et la personnalité de Suzanne Dracius. Indéniablement, Suzanne Dracius est l'une des plus grandes voix des Antilles françaises. Ou encore une autre citation, celle de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture en 2011, Suzanne Dracius, l'une des grandes figures des lettres antillaises. Vous l'avez compris, nous recevons Suzanne Dracius. Suzanne, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir ici ce soir pour vous présenter votre tout dernier ouvrage, Hypallage, paru en septembre 2024 dans la collection Qui ne sait rien, de rien ne doute, aux éditions de Jean-Benoît Desnel. Alors avant de parler de cet ouvrage, revenons un moment sur votre parcours. Suzanne, vous êtes écrivaine, romancière, novelliste, poète et dramaturge. Vous êtes aussi professeure de lettres classiques. Vous êtes martiniquaise, née à Fort-de-France. Vous passez votre enfance sur notre île natale, puis en région parisienne. Vous faites vos études au lycée Marie Curie à Sceaux, puis à la Sorbonne, et vous devenez professeure de lettres classiques, français, latin, grec. Et puis, vous enseignez à Paris, et quand vous revenez en Martinique, vous enseignez à l'université Antilles-Guyane, mais aussi aux États-Unis. Et en parallèle de l'enseignement, vous vous consacrez bien sûr à l'écriture, notamment poésie et roman. Et j'ai envie de vous demander tout d'abord, avant d'aller plus loin, quels sont les points déterminants de votre parcours qui vous ont permis d'atteindre cette renommée que vous connaissez aujourd'hui. En quelque sorte, est-ce que vous avez des facteurs clés de succès que vous pouvez nous partager? Oh, des recettes de succès? Ah, écoutez, des facteurs clés, votre expression est assez jolie, mais je crains de ne pas bien savoir ce que ça veut dire. Tout ce que je sais pour ma part, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à ma nature profonde, qui remonte à la plus petite enfance. Je n'avais jamais assez de poupées parce qu'en fait, ce que j'aimais faire avec les poupées, ce n'était pas du tout les coiffer, les habiller, etc. Ce que j'aimais faire, c'était, en fait, je me suis aperçue que c'était des ateliers d'écriture avant la lettre. C'était leur faire écrire sur des tout petits morceaux de cahiers que je découpais et que je cousais pour faire comme des mini-livres et leur faire écrire des petits textes, donc des espèces d'exercices de style sur tel thème, sur tel événement. Et voilà, donc ça c'est peut-être ma recette de succès, puisque en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, à aimer écrire.
Et c'est peut-être une espèce de fraîcheur, une fraîcheur spontanée et un amour, en fait, un vrai plaisir. Parce que ça, j'ai toujours adoré le faire. Et maintenant, c'est toujours un peu la même chose que je fais. Donc voilà. Et pour ce qui est du succès, il me semble que, voilà, je vais vous donner plutôt les compliments que j'ai pu entendre. Voilà. Parmi les plus jolis compliments que j'ai entendus, d'abord, il y a eu la première dédicace que j'ai faite en France hexagonale. Enfin, c'était vraiment intéressant parce que c'était à Rouen. Et une jeune femme vient et elle me dit: «Écoutez, je vais peut-être perdre mon boulot à cause de vous». Je me dis: «Bon, bravo, ça commence bien». Et en fait, elle m'avait vue à la télévision la veille. Elle s'était précipitée pour acheter mon roman, c'était le premier, L'autre qui Oui, on danse, va en parler. et elle l'avait lu toute la nuit. Bon, il y a quand même 400 pages, et donc elle n'est pas allée travailler le Ah oui, matin. d'accord. Et voilà comment. Bon, ça s'est bien Oui, terminé, hein, rassurons-nous. Elle avait été malade, je oui. pense. Alors, Mais par contre, ça, c'est un compliment. Le deuxième, je termine parce que la deuxième facette, c'est par exemple quelqu'un de très simple qui dit justement à Jean Bernabé, qui était doyen de l'université, on va envoyer des bonnes pensées à Seman. Ah, c'est un douanier. Vous êtes à l'université, vous devez connaître la petite qui a écrit là, le roman Suzanne Dracius. Eh bien, moi, vous lui direz de ma part que je me sens plus intelligent quand je la lis. Ça, j'adore ça. Je me sens plus intelligent quand je ouais. la lis. Oui, c'est un beau compliment. C'est un joli compliment. Alors voilà, ça c'est peut-être ce succès-là. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être croire que c'est difficile de me lire. Non, non. C'est au contraire des personnes qui ont l'impression qu'elles vivaient des choses Mhm. bizarres. Par exemple, cette jeune femme, elle m'a dit, c'était une petite Antillaise qui vivait à Rouen. Et elle m'a dit, mais parfois j'avais ces pensées, des Mhm. pensées comme celles de l'héroïne. Oui, Et je me disais, bon, ma pauvre fille, tu es à moitié folle. Et elle était contente bien sûr. de retrouver Oui. ces mêmes sensations dans un livre, Alors dans un justement, roman. depuis votre premier roman, L'autre qui danse, vous avez évidemment publié plus d'une vingtaine d'ouvrages. Vous avez obtenu de nombreux prix et distinctions. Votre création littéraire est multiple. Quel est le lien entre tous ces ouvrages? Y a-t-il un dénominateur commun qui caractérise votre production littéraire? En quelque sorte, est-ce qu'il y a une thématique particulière qui vous anime, une sorte de fil rouge qu'on pourrait retrouver Oh, le fil rouge, bon, on en a parlé justement euh, avant l'émission. C'est peut-être déjà ce que j'appelle l'anamnésie propitiatoire. Ça, c'est le fil rouge maximal, c'est celui qui s'étend sur tout. C'est-à-dire, Alors, c'est-à-dire, expliquez-nous ce que eh c'est que bien, ce terme. c'est que écrire, pour moi, c'est aussi me souvenir et transmettre des souvenirs et partager des souvenirs. Bon, bien sûr, personne n'a oublié ce que c'est que l'amnésie. Mais l'anamnésie, c'est justement le contraire de l'amnésie. C'est le fait d'avoir une démarche de désobéissance Mmh. à toute injonction d'oublier. Parce que parfois, on nous oblige à oublier des choses. Oui. Et là, on fait cette démarche. On Mmh. refuse d'oublier et c'est bien. Ça permet déjà d'y voir clair, de plus en plus clair dans son passé pour éviter, par exemple, de commettre les mêmes erreurs, pour être préparé à l'avenir. Et quant au présent, je trouve qu'il se nourrit, il mûrit, le présent lui-même mûrit grâce à tout ce que nous glanons dans le passé. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire. Je n'écris pas vraiment des romans historiques, Mmh. mais je me sers de tout. Donc l'histoire, la vraie histoire avec un grand H, les récits qu'on me fait dans la famille, par exemple, et également, j'essaye de beaucoup écouter les gens. J'aime bien écouter les gens. Par Mmh. exemple, dans un bus, dans une salle d'attente, quand il y a Oui. des gens qui parlent. Je trouve que c'est très, très important. Donc, ce souvenir, anamnésie, et puis propitiatoire, parce que
ça permet de rendre les choses favorables. Hein. Le mot propitiatoire, il vient justement du temps où il y avait ces sacrifices qui étaient faits pour que les dieux vous soient favorables. Oui. Donc voilà, on fait cela. Et ça marche souvent. En D'accord. tout cas, ça jaillit que Dans votre j'écrive une œuvre, pièce de c'est théâtre ça. C'est comme un peu le fil Lumina conducteur. Sophie, ou que j'écrive un roman où je vais aller puiser dans notre histoire, dans l'histoire des Antilles, ou que j'écrive des poèmes. Tout cela, c'est toujours avec ce sentiment de me rappeler et puis de féconder. Alors venons-en à votre ouvrage Hypalage que vous nous présentez aujourd'hui. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce que veut dire hypalage, la signification de ce mot? Alors l'hypalage, une hypalage, c'est une figure de style. C'est pas une des plus fréquentes, mais c'est une des plus marquantes. Donc, je donne l'exemple le plus simple à comprendre et qui est en plus de Victor Hugo, donc il est assez beau. C'est un marchand accoudé sur son comptoir à vide. Bien évidemment, c'est pas le marchand, c'est pas le comptoir qui est à vide. Donc voilà, l'hypalage, elle va déplacer un mot, l'accorder, le rendre proche par exemple, pour faire le qualificatif d'un nom, alors qu'en réalité, cet adjectif se rapporterait à un autre nom. Donc, voilà, c'est cela. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai appelé ce livre comme ça? Parce que hypalage, ce livre-là, c'est toute espèce d'hypalage. Il y a plusieurs figures de femmes, que j'appelle des figures de femmes défigurées, parce qu'elles sont défigurées non pas réellement par les coups ou par l'acide, hein, comme on le fait hélas souvent, mais parce que elles sont défigurées à l'acide de l'histoire, justement, à l'acide du souvenir qui les déforme, qui même les détruit, les oublie, les fait disparaître. Et ces femmes, elles ne sont pas... je veux dire, elles sont choisies parce que, bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais là, j'en ai choisi quelques-unes et puis en même temps, 3 martiniquaises parce que je suis martiniquaise. Bon, mais on pourrait déplacer pas mal des qualificatifs qu'on leur attribue, de battantes, de guerrières, d'anti-esclavagistes, de rebelles. On pourrait déplacer ces adjectifs de l'une à l'autre. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça hypalage au pluriel, parce que c'est toute une série d'hypalages. Quand on lit d'ailleurs le livre, je suppose que vous en êtes aperçu, on a cette impression que c'est vrai, il y a tellement de points communs entre ces femmes, et pourtant elles sont d'époques différentes, de métiers différents, d'exercices de leur action différents, mais c'est lié. C'est-à-dire que c'est lié à travers cette posture qu'est la féminitude. Parce que c'est ça qui les relie les unes aux autres. Alors justement, parlez-nous de ces femmes que vous décrivez dans votre ouvrage, ces femmes antillaises, martiniquaises que vous mettez en lumière. Alors en fait, martiniquaise est aussi une très contemporaine qui est Amanda Gorman et qui, elle, est une américaine, une afro-américaine. Mais elle, c'est parce que on a voulu défigurer son écriture, ou du moins catégoriser son écriture. Alors je rappelle dans quelles circonstances. C'est une noire, une poète très jeune, qui a été choisie pour dire son poème lors de l'investiture de Biden. Et après, il était question de la traduire. Et quand on a voulu la traduire, alors aux Pays-Bas et en Espagne, dans un premier cas, il s'agissait d'une traductrice qui était non-binaire et qui était plus âgée et blanche. Et donc on l'a refusée pour ça. Et dans l'autre cas, c'était un homme, un monsieur assez âgé aussi, blanc également et catalan. Et voilà. Et on les a refusés parce que on considérait que Amanda Gorman ne pouvait être traduite que par quelqu'un comme elle. Ce qui est
contradiction même de la traduction, Oui. justement. Un traducteur, il peut être... Bien Moi, sûr. je sais que, par exemple, un de mes traducteurs américains, c'est un homme homosexuel, marié, blanc, de blanc, etc. sûr. Donc, il n'a pas grand-chose dans Bien les sûr. caractéristiques de commun avec moi. Ouais. Et donc, ça, c'était une manière complètement insensée de la réduire, de la catégoriser, Ouais. de minimiser ce qu'elle Sa est. production, Même si ouais. dans sa poésie, elle dit « je suis une petite noire », sûr. etc. Mais c'est pas parce qu'elle dit Bien ça sûr. qu'il faut que le traducteur soit Ça- aussi un petit noir. Oui, C'est complètement idiot, quoi. Oui. Et voilà. Alors, c'est une des visions. Et les autres, ce sont des femmes du passé. Par exemple, Joséphine, Oui. notre Ouais. Joséphine, bon, qui est dans un certain sens antillaise, et dont l'image est déformée par celui qui fut son mari et qui l'a répudié, et qui fait que, par exemple, sa statue a été décapitée. Donc en fait, Joséphine a perdu la tête parce que son mari l'a accusée de lui avoir conseillé de rétablir l'esclavage, ce qui est une ineptie historique complètement. Bon, il a raconté ça quand il a dicté ses mémoires pour le mémorial de Sainte-Hélène. Oui. Et il y a des preuves, et ne serait-ce que ce dont je cite des extraits, qui est la dernière lettre qu'elle écrit quand elle veut lutter contre les affres de la terreur, et qu'elle a été emprisonnée, et que le geôlier lui dit qu'elle sera de la prochaine charrette et qu'on va lui couper la tête. Bon, ben là, elle écrit à ses enfants. Et la première chose dont elle parle, c'est la Martinique. Et pour dire quoi? Qu'elle est contre l'esclavage et qu'elle a vu l'esclavage dans toute son horreur. Alors bon, si une mère qui croit qu'elle écrit sa dernière lettre à ses enfants ment, bon, je pense que ça me paraît un petit peu... Et puis surtout, il y a une autre preuve, c'est que les enfants en question, les enfants beauharnais, eh bien, c'est Toussaint Louverture. C'est Toussaint Louverture qui gérait leurs biens à Saint-Domingue, la future Haïti. Et Toussaint Louverture n'a cessé d'avoir une correspondance très amicale avec Joséphine. Bon, donc, il n'y avait pas chez Joséphine une espèce d'esclavagisme féroce, forcené, comme on... Bon. Il y a aussi Olympe de Gouges, qui, alors, justement, a écrit contre l'esclavage et qui a été elle-même guillotinée. Alors, elle a été guillotinée, ce à quoi a échappé la femme de chair et de sang, Joséphine. Sa statue, non, par contre, a fini par être guillotinée. Mais c'était très important de voir, mais d'ailleurs, on a beaucoup lutté depuis un moment pour cette entrée de Olympe de Gouges au Panthéon. Je pense qu'elle est trop magnifique, cette femme, même si on peut lui reprocher des choses. Bon, mais c'est quand même elle qui a écrit « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la tribune. » Alors elle n'est jamais montée à la tribune, mais hélas, elle est montée à l'échafaud. Alors parlez-nous aussi de Lumina Sophie ou de Suzanne Césaire que vous citez. Vous citez aussi Paulette Nardal. Oui, voilà, Paulette Nardal. Paulette Nardal, ce qui a été escamoté, c'est qu'elle a... Enfin, elle l'écrit, hein. Elle a inventé le concept de négritude. Et alors, bien sûr, elle écrit « Ah oui, mais nous n'étions que des femmes, donc ce sont les hommes qui ont pris toute la lumière. Et puis, elles n'ont pas... Il faut dire aussi qu'elles n'ont pas... Elle n'a pas publié, parce qu'il y avait elle et sa sœur, Jeanne, mais elles n'ont pas publié alors que Césaire a publié, et Senghor aussi. Donc, eux, ils ont publié de la poésie. Elles n'ont fait que créer une revue. Donc, ce n'est pas la même... elles n'ont pas eu du tout cette même postérité littéraire. C'est ça. Et pour Suzanne Césaire, c'est un petit peu la même chose, puisque elle a publié aussi, vous voyez, Hypalage, elle a publié aussi uniquement dans la revue Tropique, qu'elle a créée avec son mari. Donc, elle était l'aimée d'Aimé Césaire. Elle écrit magnifiquement bien, mais elle n'a publié que dans une revue. Et alors, elle a écrit aussi une pièce de théâtre qui a été jouée ici en Martinique, mais hélas, dont le texte est perdu. On en parlera tout à l'heure. Oui, si vous voulez. Yuma. Et vous avez aussi parlé de Lumina Sophie.
Oui, alors Lumina Sophie, c'est un personnage historique. Alors je me suis aperçue d'ailleurs a posteriori que depuis depuis mon premier roman, mes personnages féminins, les protagonistes principales, avaient des prénoms en A. Je n'avais pas fait exprès. C'était venu en fait de la chanson de Curtis Louisard, Revana avec Aganila, Revana Matildana Aganila, pour l'autre qui danse. Bon, je parle beaucoup, mais là c'est vrai que c'est important parce que ce sont des prénoms qu'il a accepté de me passer, parce qu'il avait fait cette chanson, en me disant que quand il a lu le bouquin, le manuscrit, parce que je lui ai demandé l'autorisation. Il m'a dit que son frère avait vécu à peu près la même scène. Je ne sais pas si vous avez lu L'autre qui danse, avec les sectes, les personnes qui ont cette crise d'identité et qui vont tomber dans une espèce de radicalisation. Parce qu'en fait, il était très prophétique, ce roman que j'ai écrit en 87. Oui. Mais qui se reproduit, hélas, encore même aujourd'hui. Et donc, pour Lumina, là, c'est différent, parce que c'est un personnage historique, et c'est vrai que j'étais tombée amoureuse de ce surnom, parce que c'est même pas son vrai nom, et parce qu'il contient 3 éléments importants. Elle est lumineuse, elle est flamboyante, elle met le feu d'ailleurs, et elle a quelque chose de sage en même temps. Donc, Lumina, Sophie, dite surprise. Qu'est-ce qu'elle a de sage? Eh bien, elle a une réflexion. D'abord, c'est une fille qui a appris à lire à une époque où, bon, on était dans les premiers temps après l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage. On est en 1870. Elle s'est illustrée dans l'insurrection du Sud de 1870 et elle avait appris à lire. Et d'ailleurs, bon, ça s'est mal terminé pour elle. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais ce qui est intéressant, c'est que elle apprenait à lire quand elle a été arrêtée à ses camarades de captivité. Elle n'arrêtait pas et elle se tenait au courant de tout ce qui se passait. Elle lisait les journaux. Elle avait une espèce de prescience. D'ailleurs, Césaire m'a dit que je montre bien dans cette pièce, parce que j'ai voulu une pièce de théâtre. Pourquoi j'ai voulu écrire une pièce? C'était pour la faire parler, parce que justement, elle n'était plus entendue. Toutes ces voix de celles qu'on appelait les pétroleuses du Sud, c'est-à-dire ces personnes qui se rebellaient contre un certain racisme, contre des séquelles d'oppression qui perduraient dans cette Martinique de 1870, eh bien, toutes ces voix, on ne les entendait pas. Donc j'ai choisi le mode théâtral pour que ce soit le spectacle vivant. Pour lui donner la voix. Et lui donner, voilà, pour qu'elle donne de la voix. Voilà. Et donc, Lumina, il y a quelque chose, je trouve, qui est important pour nous. La preuve, d'ailleurs, c'est que moi, il y a très longtemps que j'avais écrit cette pièce. Elle a été jouée et elle a été publiée. Et depuis, on a la Tour Lumina, il y a le lycée Lumina Sophie Surprise, où ils ont d'ailleurs joué la pièce. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. Je n'étais pas présente quand ils l'ont fait. Il y a maintenant, c'est une figure qui peut nous représenter une espèce de Jeanne d'Arc locale. Vous dites dans votre ouvrage d'ailleurs, vous dites maintenant les jeunes au lycée peuvent citer une figure comme celle-ci plutôt que Jeanne d'Arc. Absolument. Alors j'ai envie de vous demander aussi de partager avec nous quelque chose pour que les téléspectateurs vous connaissent mieux dans notre rubrique La face cachée. Suzanne, qu'avez-vous envie de partager avec nous pour que les téléspectateurs vous connaissent mieux? Une chose ou un livre? Ce que vous voulez. Parce que je sais que j'ai préparé pour un livre, je veux bien, parce que sinon, toutes les choses que j'ai envie de partager, elles sont déjà dans mes livres ou elles sont dans mes livres à venir. Il n'y a rien de spécial. Mais par exemple, votre expérience aux États-Unis en tant que professeur de littérature, est-ce que... Attention, je n'étais pas professeur de littérature générale, j'étais dans ce qu'ils appellent visiting professor, c'est-à-dire que je ne tenais pas la classe moi-même, il y avait les étudiants et le professeur qui m'invitaient, et il s'agissait de mes œuvres
uniquement. D'accord. Donc, c'est différent. Bon, si j'avais eu un cours de littérature générale, bon, là, j'étais là pour enseigner mes œuvres et pour juger aussi des travaux que les étudiants faisaient. Alors, j'ai eu vraiment des moments tout à fait plaisants parce que lors des exposés, par exemple, il y en avait une qui avait fait un exposé sur Rue Montautiel et la scène où il y a cette jeune femme qui dit « Oui, le plaisir féminin, ouais, c'est comme un dîner gastronomique, ça n'a rien à voir avec un cheeseburger. » Et elle est arrivée dans la salle, elle avait présenté un énorme cheeseburger dégoulinant, vous savez, comme dans les publicités américaines. Voilà. Ils ont beaucoup d'humour, ils ont beaucoup de manières tout à fait délurées, finalement, de présenter les choses. Et ça, j'ai adoré. De l'expérience américaine, je dois dire qu'en fait, pour moi, il y a vraiment deux sortes d'Américains. Il y a les Américains que j'ai connus, les étudiants, les universitaires, les profs, aussi certains autres écrivains. Et puis, le reste qui va voter un petit peu de travers, même beaucoup, et qui me fait un peu peur. Mais moi, bon, c'était à 2 reprises comme ça, où j'ai fait chaque fois un semestre dans une université américaine et où j'étais dans ce microcosme protégé. Oui. Ouais. Donc c'est une expérience tout à fait en milieu... en milieu, voilà. Je ne fréquentais pas du tout l'Amérique. Alors j'en ai vu, je les voyais un petit peu, mais de loin, cette Amérique-là. Donc je suis obligée de dire que elle me donne de l'espoir. Ça va rebasculer dans quelque chose de... Sinon, j'adore leur façon. Et ce qui est admirable, c'est le niveau, par exemple, en langue. Le niveau de français, quand vous voyez que ces étudiants, ils écrivent leur mémoire en français complètement. Hein, ce que ne font guère les étudiants français. C'est, par exemple, ils écrivent, c'est capable d'écrire quand même des pages et des pages, tout un mémoire, tout en français, et assez bon, quoi, un assez bon français. Bon, voilà. Ça, je dois dire que c'était très... Sinon, j'y serais pas retournée, parce que j'étais une première fois en Géorgie, justement, un de ces états pivots, voilà, ces états clés, qui, hélas, a basculé, cette fois-ci. Et puis, la deuxième fois, c'était dans l'Ohio. C'est ça. Bon. Alors, vous allez nous parler maintenant de votre coup de cœur littéraire, puisque vous êtes une férue de littérature. On a très envie de connaître ce que vous avez choisi de nous présenter dans notre rubrique coup de cœur. Alors, Suzanne, vous avez choisi de nous présenter votre coup de cœur littéraire. Oui, alors c'est Eöton Timorouménos. Oh là là. L'Eöton Timorouménos, ça veut dire l'homme se punit lui-même, ou le bourreau de soi-même. Il y a un père qui a cassé le téléphone portable de sa fille, et depuis, sa fille a disparu. Ça, c'était en France il y a quelques jours. Eh bien, en Grèce, dans cette pièce, l'Eöton Timorouménos, vous avez un père qui, pour empêcher son fils de fréquenter une jeune fille, lui fait des reproches quotidiens, si bien que le fils part et s'engage dans l'armée en Asie. Et depuis le départ de son fils, le père, il se morfond, il se repent, c'est trop tard, le fils est parti. Alors il se prive de tout, il a beaucoup d'argent, d'aisance, il se prive de tous les plaisirs de la vie, donc il se punit lui-même d'avoir été trop méchant avec son fils. Et alors cela donne une pièce merveilleuse qui est écrite par Terence. Terence, dont je me sens un peu proche, dont nous sommes un peu proches, parce qu'il se trouve que c'est au IIe siècle, avant Jésus-Christ, c'est le premier écrivain d'origine africaine, donc de Carthage, mais enfin quand même de terre d'Afrique, en esclavage à Rome, où il apprend à lire, à écrire. Et il est donc le premier écrivain latin originaire de terre d'Afrique et avec une portée universelle. Alors, c'est bien sûr dans cette pièce que l'on va trouver
la merveilleuse formule qui a été ensuite hyper analysée par tout le monde, Sartre, etc. Homo sum, ame, humani nihil, alienum puto. Je suis un être humain, rien d'humain ne m'est étranger. Je considère que rien d'humain ne m'est étranger. Parce que c'est un voisin qui va conseiller au père d'arrêter de se punir et lui dire que ce n'est pas possible. Il y a plein d'autres phrases aussi. Il y a par exemple quelque chose qui est finalement comme les prémices de la psychanalyse. Il lui dit, dire les choses, parler des choses va t'aider à guérir, va te soigner, comme si c'était la psychanalyse freudienne. Il y a plein de phrases comme ça dans cette comédie, parce que c'est une comédie. Bien sûr, ça va se terminer bien par des mariages. Alors, si tant est, bien sûr, que les mariages soient toujours bien heureux, mais enfin, ça se termine comme ça. Mais surtout, les qualités, c'est que c'est très moderne, finalement, dans les thèmes qui sont observés. Oui. Et alors, en parallèle, vous avez, au XIXe siècle, vous avez Baudelaire, qui a écrit, lui, un poème qui porte le même nom. Et c'est intéressant, il l'appelle aussi Léoton Timorouménos. C'est intéressant parce que ce poème dit « Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, comme Moïse le rocher, je ferai de ta colère jaillir les eaux de la souffrance. Mon désir, gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera. » Bon, puis ça continue encore, parce qu'après, il tient un discours sadomasochiste. Et moi, ça me fait penser à ces hommes, parce que la semaine dernière, on célébrait les femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, oui. Et les féminicides, etc. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de masochisme, si ce ne sont pas, finalement, ces hommes qui frappent les femmes ne sont pas un petit peu des éotones timorouménoi, parce qu'au pluriel, ça ferait pas nos, mais noi. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai, d'ailleurs, oui, ça me fait peu bafouiller, parce que, d'ailleurs, je vais peut-être mettre ça, parce que c'est terriblement angoissant. Voilà. Oui, moi, je me demande pourquoi ces hommes font ça, pourquoi ils battent leurs compagnes avec cette façon de faire, et presque maintenant, on dirait que, puisque maintenant les femmes parlent, on dirait qu'on n'arrive pas à les guérir, on n'arrive pas à faire de la prévention. Et je trouve que il pourrait lire Léoton Timorouménos. Bon, c'est un vœu complètement farfelu. Très bien. Écoutez, on va s'arrêter sur cette note d'optimisme, en tout cas pour les femmes. Merci beaucoup pour ce moment de partage, Suzanne. Nous avons appris beaucoup de choses. Et j'espère nos téléspectateurs également. Cette émission s'achève. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage.